Nouveau miracle, nouveau mystère de René Goblet, on est presque à l'heure. Alors nous sommes arrivés donc à la fin de ce colloque de René Goblet. Et comment conclure ce colloque aux communications qui ont été vraiment très riches et très diversifiées? Comment faire le point sur un homme, René Goblet, au parcours et aux prises de position également fort diversifiées? Si j'avais su, je ne serais pas venu. C'est toi qui as rédigé la notice Goblet dans le dictionnaire? J'avais fait la notice, mais je ne savais pas tout ça. Sans quoi je n'aurais peut-être pas fait, ou refait. Peut-on dire qu'on le connaît mieux, que l'on peut davantage l'identifier à l'issue de ce colloque? Son action comme ministre mérite-t-elle vraiment d'être davantage connue et reconnue? Peut-on reprendre pour lui la formule que l'on a parfois émise pour des personnalités politiques de sa génération, à savoir républicain modéré, mais pas modérément républicain? C'est une façon d'ailleurs de se sortir de certaines embrouilles. Pas modérément républicain. Sans aucun doute, comme l'ont montré nombre d'indications dans plusieurs des communications de ce colloque. René Goblet a manifestement payé de sa personne, et même de ses deniers, même si on peut revenir sur la question des éléments et des revenus, pour contribuer à installer la République en France et une République pérenne. Parce que je crois que c'est ce qui lui importait au maximum, sans trop savoir quelle République. Mais c'est une action parmi d'autres, et un souci parmi d'autres. Comme l'a montré Véronique Villain, René Goblet semble avoir toujours conçu la presse comme un allié de choix au service de la République, en homme fort conscient de ce qu'on appelle aujourd'hui le quatrième pouvoir. Sa participation à la société fondatrice du journal Le Progrès de la Somme a consisté à la fois en une forte activité rédactionnelle et en apport financier. C'est pas rien. Et il a été aussi plusieurs fois contributeur aux dépenses relatives aux élections auxquelles a participé le Parti républicain. Il a donc manifestement payé beaucoup de sa personne et ses deniers, en l'occurrence. Sur une base jugée tiède par certains, mais résolument en faveur de la pérennité de la République. Avec un ton, lui, qui peut être très engagé, voire agressif, ou même sarcastique. C'est une plume, et il sait s'en servir, et il pique. Louise de Sèvres nous a bien montré que le rôle de maire de Goblet a été pas très marquant, en pointillé, en continuité, ce qui n'est pas automatiquement mauvais, mais enfin, il n'a pas été un grand fondateur. Il a fait face à ses obligations, en particulier dans le domaine scolaire, mais c'était, comme il a été rappelé, dévolu aux municipalités. Et c'était un domaine important, comme il était dit aussi, que certains de ses collègues, amis politiques, voulaient justement développer un certain nombre de choses sur l'axe scolaire. Il est... Bon, et donc, on a affaire à un maire qui n'a pas hésité, bien entendu, à préférer son rôle de député,
Et aussi un maire qui n'a pas hésité à mettre en jeu sa position en faisant venir Gambetta. Et là encore, il s'agissait de sauvegarder la pérennité de la République. Benoît Carpentier a pu noter le rôle conjoint au début de René Goblet et de Frédéric Petit. Je reste toujours sur ma faim sur la lutte sournoise qui a eu lieu entre les deux. L'un ayant gagné et l'autre n'ayant pas à son enterrement, ce qui est justice. Mais ce qui montre qu'il y a eu des luttes féroces. Et nous n'en savons toujours pas grand-chose. Donc localement, c'est Frédéric Petit qui l'a emporté, et d'ailleurs d'une surveillance dans les souvenirs aussi. Les plus présents. René Goblet n'apparaît pas vraiment comme un local. Finalement, il reste dans les mémoires, il reviendra avant tout sur l'homme de la loi de 1886 et de la lutte pour le républicanisme. Il est remarquable aussi que René Goblet s'est trouvé au second plan au tout début de la Troisième République par rapport à Barny, ce qui peut laisser comprendre parce que Barny avait aussi une aura et, disons, des liens avec Gambetta qui faisaient qu'il pouvait être au-dessus. Et puis, la fragilité relative aussi électorale de René Goblet, par exemple, qui se fait battre par un boulangiste. Donc, nous avons affaire à quelqu'un qui, dans la mémoire locale, n'est pas un triomphant local. Je ne veux pas assassiner le colloque, mais en assassinant René Goblet, j'essaie de rendre justice aux uns et aux autres. La communication de Daniel Compère, qui nous a restitué un certain nombre des interventions et des liens d'un homme politique, quand même de premier plan, avec une association qui m'est chère, puisque j'en fais partie, entre autres, eh bien, a montré que, une fois encore, son fort engagement républicain. Parce que ce n'était quand même pas rien de choisir de parler de 1792, même si c'était de façon un peu euphémisée et pas très marquée, juste à ce moment-là, et dans une invitation où quand même c'était une association qui n'était pas un centre républicain. Donc, et même chose par rapport à Gauthier de Rumilly. J'ai été interpellé sur le fait que j'avais choisi cette rue pour ma propriété. Il y en a d'autres, hein. Par exemple le père du président de la République actuelle, donc c'est pas anti-républicain normalement. Quant à Gauthier de Rumilly, je ne sais pas si on peut le dire une nouvelle fois, reprendre la formule républicain modéré, très modéré, mais quand même avec pas modérément républicain si on entend par là le fait de refuser le pouvoir personnel. Or, nous sommes encore loin de le refuser. Il était élu, il se retire de tous ses mandats électifs, il quitte la politique, lorsqu'il y a le coup d'État qui instaure le Second Empire. Et il n'a pas tellement qu'il faut. Hein. Donc, Gauthier de Rumilly est relativement respectable pour qui veut et contre les pouvoirs personnels et contre les coups d'État. Et donc je pense que c'est des figures qu'aime bien René Goblet. Que ce n'est sûrement pas par hasard qu'il a choisi ces deux thèmes, deux interventions, face à une assemblée, une association qui n'était pas automatiquement très enthousiaste pour ce genre d'intervention. À l'évidence donc, René Goblet ne fait pas partie des modérément républicains. Mais fait-il partie des républicains modérés? C'est un casse-tête chez nous. Cela a pu lui être reproché par certains dès son époque, d'ailleurs. On a vu
dans différentes interventions, entre autres la dernière, même quand c'était relativement unanimiste. Telle étude comparée faite par Xavier Boniface d'une vingtaine de journaux, principalement nationaux, a montré en tout cas que ce sont des hommages quasiment unanimes qui lui ont été rendus au moment de sa mort. Et comme l'a indiqué Xavier Boniface, cette célébration de René Goblet insiste très largement sur son patriotisme et sur son rôle dans la fondation de la Troisième République, en raison sans doute, pour partie, il l'a rappelé, du contexte de 1905, entre la montée du nationalisme et la fin du combisme. Car comme toujours, la situation, les commémorations, tiennent pour partie au contexte. Mais il est néanmoins remarquable que même ses anciens adversaires politiques lui reconnaissent de nombreuses qualités et paraissent oublier en partie au moins leur grief passé contre le laïcisateur et le jacobin. C'est un exact, d'autres mettent la pédale douce. On reviendra sur ce consensus apparent. On peut en venir maintenant à son rôle et à son positionnement en tant que ministre. L'apport de la communication de Julien Caron est en l'occurrence central. Il apparaît finalement que René Goblet a été surtout le ministre, qu'on le veuille ou non, de la laïcisation du personnel enseignant, et que la portée de son action dans les autres ministères, à l'intérieur, affaires étrangères, ou à la présidence du Conseil, a été nettement plus incertaine. Pas nulle, mais elle est fonction beaucoup des circonstances. Elle ne marque pas une politique autonome particulière. Mais aussi que son action au ministère de l'Instruction publique a eu une importance réelle, non seulement dans le primaire, mais aussi dans le secondaire et le supérieur. Il reste, et je vais me focaliser sur cette question qui est toujours en suspens, que René Goblet est surtout connu pour la loi de laïcisation du personnel enseignant. Or, dès le début de ce colloque, Bruno Pousset s'est permis de lever un lièvre de taille sur son importance et en l'occurrence rappelle des propos de Bruno Pousset, car c'était plutôt matin, on était à peine réveillés. Il revint à René Goblet de faire adopter par l'Assemblée nationale le projet de loi rédigé dès 1882 par Paul Berge, il ne faut pas cesser de rappeler ça, et présenté au Conseil des ministres par Jules Ferry. S'il n'est pas l'auteur du projet qui avait été voté par les députés de 1884, il le défend certes avec habileté et opiniâtreté au cours de plusieurs séances contre l'opposition de droite, notamment sur l'article 12 qui concerne la laïcisation, qui montre que ce n'est pas automatiquement un grand concepteur, un grand initiateur, et que c'est un bon tacticien et un bon débatteur dans les assemblées. C'est pas la même chose. C'est un bon politique. C'est écrit Charles Zébord, tu l'as rappelé, donc je le rappelle, un titre d'honneur. Nous oserions presque dire un titre de gloire pour M. Goblet, qui en soutient la discussion au Sénat avec une force et un éclat incomparables. Mais Bruno Pousset a ajouté, modeste et honnête avec lui-même, on arrête de dire qu'il est honnête, propre et tout ça. Oui, bon. Modeste et honnête avec lui-même, René Goblet reconnaît dans ses mémoires que l'essentiel de la loi est dû à ses directeurs de l'enseignement qui restent en fonction de nombreuses années. Ça rapetit sérieusement l'affaire, même si c'est glorieux. Cependant, on doit aussi ne pas oublier ce que Julien Caron nous a montré en l'occurrence, à savoir le passage de la lettre ouverte aux instituteurs de France de 1898
que vous n'avez pas vu, car c'était affiché, mais c'était trop petit pour être lu. Donc, que dit aussi René Goblet, le modeste? D'un côté. Il déclare « J'ai pris une part importante à l'une des grandes lois qui ont établi la neutralité de l'enseignement public dans notre pays, la loi de 1886 ou la laïcité du personnel enseignant, et je ne le regrette pas. » Bien. Pour mieux saisir ce qui est en question, parce que je pense qu'on ne le saisit pas encore assez, bien que nous l'avons ressassé. Il faut sans doute avoir bien à l'esprit quel était précisément l'enjeu et les positions de certains républicains notoires qui n'allaient pas nécessairement dans ce sens. À commencer par celle de Ferdinand Buisson, très présent à la tête de la direction des écoles depuis 1879 et qui est resté pendant 17 ans. Il est là. Or, que dit Ferdinand Buisson? Article laïcité du dictionnaire de pédagogie, édition 1881-1887, que dit-il à ce propos sur la question de l'enseignement des congréganistes dans l'école publique, parce que c'est de ça qu'il s'agit? Que dit-il? Il dit « Le fait d'appartenir à une association religieuse, sauf le cas où il s'agirait d'une société illicite non autorisée, ne doit pas constituer un cas d'indignité. La loi exige de celui qui veut être instituteur public ou privé certaines conditions et certaines garanties. Elle lui impose certaines obligations sous le contrôle d'autorités compétentes. On ne voit pas pourquoi elle frapperait d'interdit une catégorie quelconque de citoyens. De même qu'elle ignore s'ils sont catholiques, protestants ou israélites, elle peut ignorer s'ils ont fait vœu de célibat, s'ils portent la soutane ou le béguin. Ils seront dans le droit commun le jour où on les nommera dans les mêmes formes et aux mêmes conditions que leurs collègues laïcs. S'ils y soumettent, pourquoi maintenir une distinction entre eux et les autres? Ferdinand Buisson. On répond, ils ne s'y soumettront pas. C'est possible, au moins pour quelques-unes de ces corporations. Mais qu'importe. Elles agiront comme elles doivent le faire. Tout ce qu'on peut demander à l'État, c'est de ne rien faire à leur égard qui soit contraire au droit commun et par conséquent à l'équité. Nous sommes au sommet. Ce n'est pas un directeur de cabinet, ni un membre de son cabinet, c'est Ferdinand Buisson, promu là par Jules Ferry lui-même, qui a accompagné et qui a continué à accompagner l'installation de l'école républicaine et laïque en France, dans le primaire en particulier. Et nous avons vu que Goblet avait eu une toute autre attitude lorsqu'il s'est agi des tentatives, peut-être prématurées, à Amiens. Donc, or, il faut savoir aussi que la loi du 30 octobre, comme on l'a répété constamment, a finalement institué que les maîtres congrégalistes doivent être remplacés dans un délai de 5 ans maximum par des instituteurs laïcs, les institutrices congrégalistes au fur et à mesure que leurs postes deviennent vacants. Alors ça se comprenait, parce qu'on va voir pourquoi. Si la mesure visant les maîtres congrégalistes est plus expéditive que celle ayant trait aux institutrices, c'est qu'elle est plus facile à prendre. Il faut toujours décider quand c'est plus facile. Car ceux qui sont déjà, ils sont déjà très minoritaires dans l'enseignement primaire public masculin. En 1886, au moment du vote de la loi, sur 100 élèves garçons du primaire, 82 se trouvent dans le public laïque, 6 dans le public congrégaliste,
puisqu'il y avait du public congréganiste, 10 dans le privé congréganiste et 2 dans le privé laïque. En revanche, sur 100 élèves filles du primaire, 49 seulement sont dans le public laïque, 23 dans le public congréganiste. Un quart des filles sont encadrées par des congréganistes dans les écoles communales. 24 dans le privé congréganiste et 4 dans le privé laïque. La mise en place de la laïcisation du personnel de l'enseignement primaire public sera donc plus longue et plus délicate pour ce qui concerne les filles. Mais c'est là aussi que se situe l'enjeu essentiel. C'est pourquoi ça avait commencé par la mise en place de la généralisation des écoles normales de filles à l'appel de Paul Bert en 1879. En 1902, à la veille des mesures d'Émile Combes interdisant aux congréganistes d'enseigner, dans le public comme dans le privé, à 10 ans, il y avait encore 13% des filles de l'enseignement primaire public qui étaient encadrées par des institutrices congréganistes. Vous voyez la complexité de l'affaire. Le principe que les congréganistes ne devraient pas encadrer les écoles publiques a bien été décidé par la loi du 30 septembre 1886. Et René Goblet a bien joué sa position de principe en la matière, comme cela a été rappelé dans la présentation de Julien Caron, que vous n'avez pas pu lire parce que c'était trop petit. Je la cite, car elle n'est pas rien. Que dit-il pour justifier la décision? Il y a une nécessité d'ordre moral, dit-il au Sénat le 6 février 1890, parce que je ne comprends pas qu'on laisse le soin d'enseigner et d'apprendre les libertés civiles et politiques à des hommes ou des femmes qui n'ont ni la liberté de l'âme, ni la liberté de conscience, ni la liberté de penser. Eh bien, voilà des principes ou des évaluations qui ne sont pas totalement molles si on les prend au sérieux. Parce que si c'est vrai, normalement, c'est plutôt possible qu'il ne doit plus y avoir de congréganistes, au moins dans le public et peut-être dans le privé aussi. C'est ce que dit Goblet, c'est pas quoi. Donc c'est une affaire très bizarre. Et c'est d'autant plus bizarre qu'il a attaché son nom à cette loi, peut-être d'ailleurs pas sans raison. Donc, mais dans les faits, une partie non négligeable des écoles communales de filles publiques, donc, ont été encadrées par des congréganistes dans le cadre de fait de ce qui était préconisé par Ferdinand Buisson. Rien n'est simple. Et dans l'histoire de la mise en place de l'école républicaine laïque, ce n'est pas un long fleuve tranquille et il n'est pas si simple que ça. Je le dis parce que nous sommes toujours dans des périodes où on croit que c'est simple. Ça n'a jamais été simple. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire la même chose. Je veux dire que c'est complètement idiot de croire que ça se règle en une année. C'est-à-dire, pour moi, le gros problème des dates. Comme on dit qu'il y a une date, on croit toujours que ça se fait à un moment donné. Alors que ça a été soit préparé, ça achète la plupart du temps quelque chose, ou ça amorce, bon, voilà. Mais bon, c'est un des problèmes entre les historiens et ceux qui ne le sont pas. Finalement, comment se présente sa mémoire jusqu'à notre colloque? Xavier Daugy, j'avais traité de René Goblet mémorialiste, a mis en lumière un Goblet qui se révèle à travers ses écrits comme un homme à la fois engagé, observateur avec une certaine lucidité, conciliant sens du devoir, fidélité à ses convictions. Une conscience? En tout cas, un grand souci de laisser une mémoire honorable, tout à fait honorable.
Alors certes, c'était destiné à ses neveux, ce qui m'a beaucoup surpris, et ses nièces même, semble-t-il, mais sans doute que c'était une façon de dédicacer et qu'il envisageait une publicité plus grande. Donc c'est un homme qui se souciait de sa mémoire. Je ne dis pas de sa statue, mais en tout cas de son statut. Jean-Louis Le Gavet a mis aussi en évidence que René Goblet a été honoré donc à Amiens par un monument célébrant sa conscience, et pas par une statue à son effigie refusée par sa veuve, on ne sait pourquoi. Un monument inauguré en 1907 en présence de Clémenceau, ce qui n'est pas rien. Alors un Clémenceau qui a fait, si on avait des... C'était pas linéaire, mais a fait un parcours exactement inverse à celui du dénommé René. Puisque si on prend sa ligne, il part plutôt de très modéré à gauchisant, encore avec des hauts et des bas, c'est plutôt une ligne et Clémenceau, c'est exactement l'inverse. Bon, moi je veux bien, mais je le constate. Historien, et là, mais ils se croisent pas au moment de la mort de René Goblet. Le Clémenceau de 1907 n'est quand même pas, disons, l'homme qui considérait qu'il fallait quand même protéger, si possible, les anciens communards. Bien, nous continuons. Dans les mystères, non pas de Paris, mais de René Goblet. Le refus de la statue en effigie de René Goblet me laisse rêveur. Et son remplacement par un monument célébrant alors, sa conscience, la conscience, et pire encore, puisqu'il a été dit, la pureté de la conscience. Alors la pureté de sa conscience. Bien, c'est en tout cas une façon alors c'est vrai que c'est difficile de célébrer en René Goblet quelque chose où on peut vraiment s'identifier, parce qu'il n'est pas comme Clémenceau, ou comme Jules Ferry, ou comme Colbert, ou comme Léon Gambetta, un personnage plus ou moins clivant, avec des positions, des rôles clairement identifiés. Donc on identifie la pureté de sa conscience. Et je pense que c'est une position politique. En tout cas, c'est un choix fait par les politiques. Je me méfie toujours quand les politiques mettent en avant des questions avant tout de morale, alors qu'ils sont surtout là pour démêler, ou emmêler pour certains, démêler des questions ou des contextes politiques, et politiquement. Et pas par une célébration de la pureté de la conscience, encore moins de la pureté de la conscience de quelqu'un. Je remarque que, bien sûr, c'était une femme. Et ça, c'est encore un autre élément, parce que normalement, ça commençait à fléchir dès cette époque, mais au début de la Troisième République, à Guelon a montré, l'historien Guelon, c'est tout ce qui était emblématique ne devait pas porter marque de personnage politique. Sur la monnaie, sur les journaux, il en était hors de question. Et une façon aussi de faire que les personnages politiques ne soient pas symbolisés, il n'y ait pas, en gros, une courte échelle au pouvoir personnel, car s'il avait été touché par Napoléon I et Napoléon III, ne l'oublions pas, il y a certaines de ces façons, c'est d'admettre que les symboles soient des femmes. Ça ne mange pas de pain, enfin, je veux dire, mettre des femmes, comme elles ne pouvaient être ni électeurs ni électrices, c'était une façon d'évacuer la possibilité de mettre en valeur tel ou tel chef. Je pose cette hypothèse, bien que ça commençait à fléchir dès cette époque. Et
En tout cas, on peut que noter, in fine, que plusieurs intervenants n'ont pas hésité à utiliser des formules quelque peu flottantes pour caractériser l'identité de René Goblet. Julien Caron, même s'il a fait état que René Goblet a été en 1901 une figure d'aile gauche du radicalisme président à la structuration du PRRSS, n'a pas hésité à pointer, je cite, un paradoxe. Un ministre prototype des débuts de la Troisième République et un portrait loin d'être monolithique. Xavier Boniface a pu avancer que la quasi-unanimité autour de Goblet dans la presse nationale lors de sa mort renvoie aussi, non seulement au contexte, mais à sa personnalité inclassable, à son profond libéralisme et à son indépendance d'esprit. Et Xavier Boniface a conclu que René Goblet n'est pas un des personnages majeurs des débuts de la Troisième République. Malgré son rôle national, en pointant qu'il suscite moins de passion et de controverses, par exemple, qu'un Gambetta ou qu'un Ferry. Et Bruno Pousset a enfoncé le clou de ce qui peut apparaître comme un enterrement de première classe à la fin de son intervention en début de matinée, que je ne peux que rappeler avec une certaine délectation perverse. Je le cite. On ne s'en lasse pas. Pris entre Gambetta, Ferry et Jaurès au niveau national, il lui fut difficile de s'imposer comme une référence. D'autant qu'il était opposé aux deux hommes, à ces deux hommes-là. Le jugement de Jean Jaurès a été à cet égard sans label. Donc derrière Jean Jaurès, on n'a peu que cela qui dit. Son esprit était plus net qu'étendu. Il avait dans le détail une précision admirable et chacune de ces démonstrations avait une grande force. Mais sa conception globale était flottante. C'est mon adjectif qui me paraît le plus approprié. Il était partagé entre une forme surannée de libéralisme et les exigences de démocratie moderne. C'est ce qui donne à son œuvre politique, très importante, je ne sais quoi de fragmentaire, et à sa vie si probe, si noble et utile, quelque chose d'incertain et d'inachevé. Décidément, les universitaires peuvent être impitoyables. Ils veulent être dans l'histoire et non pas seulement dans la mémoire. Mais c'est ce qu'on attend aussi d'un colloque. Même si un colloque peut avoir également une dimension mémorielle, et il l'a eu. Finalement, René Goblet serait-il une conscience à l'instar de sa statue mémorielle, davantage qu'un grand homme d'État? Merci à tous et bonne soirée.